La fois passée, nous avons vu la différence entre droit objectif et droit subjectif. Nous avons également vu la charte de la preuve. Nous avons vu les conflits de loi. Et aujourd'hui, nous allons progresser sur la preuve. Hier, nous nous étions limités au mode de preuve en évoquant les preuves parfaites et en dernier lieu, les preuves imparfaites. Maintenant, aujourd'hui, nous allons attaquer l'administration de la preuve. Comment doit-on apporter la preuve de ces allégations? Nous avons vu que la charge de la preuve à titre principal pèse sur le demandeur et qu'il y a possibilité qu'il y ait renversement de la charge de la preuve. Mais au cas où on est désigné comme étant celui qui doit apporter la preuve, par quel moyen doit-on apporter la preuve? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales pose le principe selon lequel toute convention dont l'objet excède 20 000 francs doit être prouvée par écrit. En substance, l'article dit que doit être passé devant un notaire ou sous signe privé toute convention dont l'objet excède 20 000 francs. Donc cela veut dire que si l'obligation réclamée en justice dépasse la valeur de 20 000 francs, la preuve ne peut être apportée que par écrit. C'est ça le principe. Maintenant, comme tout principe en droit, très souvent il y a des exceptions. En l'espèce, il y a plusieurs exceptions. La première exception, c'est en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer ou de produire l'écrit. Maintenant, il faudra voir c'est quoi l'impossibilité matérielle, l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit et enfin l'impossibilité de produire l'écrit. Parce que il y a une différence fondamentale entre l'impossibilité de se préconstituer un écrit et l'impossibilité de produire l'écrit. Donc quand il s'agit de l'impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer un écrit, cela veut dire qu'au moment de la conclusion du contrat, il y a des circonstances qui ne vous permettent pas techniquement ou bien moralement de demander un écrit. Comme exemple de circonstances faisant naître une impossibilité matérielle, je donnerai l'exemple d'un accident de la circulation. Une personne qui a son ami ou bien son fils accidenté de la circulation et dans l'urgence il vous demande de lui prêter de l'argent, vous ne pouvez pas logiquement lui demander un écrit. Ou bien en présence d'un incendie, une personne s'empresse pour vous emprunter de l'argent pour acheter de l'eau pour éteindre l'incendie. Il y a des circonstances urgentes qui font que vous ne pouvez pas demander à la personne la production d'un écrit. Donc voici des exemples d'impossibilités matérielles. L'impossibilité morale, c'est souvent pour des liens familiaux ou amicaux. Quand votre père, votre mère, ou bien votre frère, votre soeur vous demande de lui prêter de l'argent, il est indécent, voire incommode, de lui demander un écrit. Parce que si vous le faites, vous risquez de briser votre entente, vous risquez de briser la relation de convivialité que vous êtes censé partager. Donc voici un exemple d'impossibilité morale. Mais là, nous sommes au niveau de la préconstitution de la preuve. Parce qu'il faut faire la différence entre préconstitution de la preuve et la production de la preuve. Donc, ces situations
ainsi dégagée constitue l'impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer un écrit. Maintenant, dans d'autres situations, c'est l'impossibilité de produire l'écrit. Cela veut dire, bien cela suppose que vous aviez déjà un écrit. Par exemple, vous vendez des biens à crédit et les preuves montrant la transaction, vous les avez perdues dans le cadre d'un incendie que vous aurez subi et que la personne qui vous devait de l'argent, c'est-à-dire votre débiteur, ayant pris conscience, ou bien ayant entendu que vous avez subi un incendie chez vous et que vous avez perdu les preuves, conteste l'existence de la dette. Donc là, vous n'êtes pas dans l'impossibilité matérielle ou morale de vous préconstituer un écrit parce qu'il y avait déjà un écrit, mais vous êtes dans l'impossibilité de produire l'écrit, c'est-à-dire vous ne pouvez plus verser la preuve au dossier. Dans ce genre de situation également, vous pouvez bénéficier de la liberté de preuve. Dans ces trois situations, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer un écrit ou bien dans l'impossibilité de produire l'écrit, vous pouvez bénéficier de la liberté de la preuve. Cependant, quand il s'agit de l'impossibilité de produire l'écrit, vous n'allez pas uniquement venir devant le juge, lui raconter que vous avez subi un incendie. Parce que ça serait d'une extrême facilité que de venir juste tout simplement déclarer qu'il y a impossibilité de produire l'écrit parce que vous avez subi un incendie. Cela doit être prouvé. Vous devez prouver que ce que vous alléguez, c'est-à-dire cette impossibilité de produire l'écrit, le fait qui est à l'origine, vous devez d'abord prouver son existence, mais également établir que ça ne découle pas de votre volonté. Comment prouver cette impossibilité matérielle de produire l'écrit, c'est-à-dire le fait qui a mené à cette impossibilité matérielle, à cette impossibilité de produire l'écrit? La preuve, là, elle est libre. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'un fait juridique. Et les faits juridiques se prouvent, selon l'article 13, par tout moyen. Donc, quand il y a un incendie, vous avez perdu la preuve, vous êtes dans l'impossibilité de produire l'écrit, vous pouvez bénéficier de la liberté de la preuve à condition de prouver que ce fait juridique invoqué est vrai. Et cette preuve-là se fait par tout moyen parce que les faits juridiques se prouvent par tout moyen. Donc voici la première dérogation. Dans la deuxième situation, c'est en présence d'un commencement de preuve par écrit. Quand vous avez un commencement de preuve par écrit, vous pouvez prouver par tout moyen. Le commencement de preuve par écrit, c'est un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou bien reconnaissant le fait allégué. Il peut s'agir également d'un acte authentique notarié qui ne comporte ni de signature et qui viole en quelque sorte certaines conditions de validité. Donc ça va constituer un commencement de preuve par écrit. Même l'acte sous signe privé également, qui n'est pas signé, peut être utilisé comme commencement de preuve par écrit. Il faut également signaler que l'acte authentique, lorsqu'il autant pour moi comporte un vice, mais il est signé, là, ce n'est pas un commencement de preuve par écrit, mais ça va devenir un acte sous signe privé. Donc, en présence d'un commencement de preuve par écrit, la personne peut compléter par tout moyen. Enfin, il y a également une liberté de preuve en matière commerciale. Selon l'article 13, toujours, du Code des obligations civiles et commerciales, et l'article 5 de l'acte uniforme portant droit commercial général, la preuve est libre entre commerçants
pour les actes passés pour le besoin de leur commerce. Donc là, il y a une condition, l'acte doit être passé pour le besoin du commerce. Donc un commerçant qui emprunte de l'argent pour envoyer son fils étudier à l'étranger, ou bien un commerçant qui emprunte de l'argent pour organiser un mariage, si vous prouvez contre lui, l'acte n'est pas un acte de commerce. Donc vous ne bénéficiez pas de la liberté de preuve. Mais si le commerçant vous emprunte de l'argent pour investir dans son commerce ou bien pour régler une commande de marchandises, là, si vous prouvez contre lui, vous bénéficiez de la liberté de preuve. Parce que le droit commercial, c'est le droit des commerçants et des actes de commerce. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'un commerçant prouve contre une personne qui n'exerce pas une activité commerciale ou bien l'inverse? Donc le commerçant qui prouve contre un civil, contre une personne qui n'exerce pas une activité commerciale, ne bénéficie pas de la liberté de preuve. Mais le non-commerçant qui prouve contre un commerçant bénéficie de la liberté de preuve. L'explication est simple, parce que la liberté de preuve est une règle de droit commercial. Et il ne faut pas appliquer le droit commercial à une personne qui n'exerce pas une activité commerciale. Donc si le non-commerçant prouve contre le commerçant, il bénéficie de la liberté de preuve parce qu'on va appliquer le droit commercial à un commerçant. Mais la réciprocité n'est pas de mise parce qu'il ne faut pas appliquer le droit commercial à une personne qui n'est pas commerçante. Voyons à présent la situation du commerçant de fait, c'est-à-dire celui qui exerce une activité commerciale sans autorisation, c'est-à-dire une personne qui ne s'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier. Là, sa situation elle est un peu délicate parce que à chaque fois que cette personne-là va invoquer les avantages, c'est-à-dire les droits qui découlent de la qualité de commerçant, on va lui refuser ces droits-là. On va lui dire que vous n'êtes pas un commerçant. Si par exemple on veut utiliser la liberté de preuve contre lui et qu'il évoque sa qualité de commerçant, on va lui dire que non, vous n'êtes pas commerçant. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas immatriculé. Mais à chaque fois qu'il va nier sa qualité de commerçant pour échapper aux obligations du commerçant, on va lui dire que tu es un commerçant. Donc, le fait d'exercer une activité commerciale sans autorisation, sans immatriculation au RCCM, s'apprécie toujours en défaveur de cette personne-là. Donc, la liberté de preuve qui est appliquée aux commerçants te sera appliquée. Les gens vont prouver contre vous par tout moyen quand il s'agit d'un acte de commerce. Mais quand tu vas invoquer les droits qui sont reconnus aux commerçants, comme la prescription quinquennale, c'est-à-dire la prescription de 5 ans, etc., on va vous dire que non, vous n'êtes pas commerçant, vous n'avez pas ces avantages-là. Maintenant, ça c'était une parenthèse parce que c'est des choses que vous verrez et vous allez approfondir ultérieurement. Et je termine par la liberté de preuve en matière de faits juridiques. Toujours selon l'article 13, les faits juridiques se prouvent par tout moyen. Donc quand vous avez approuvé un incendie, un accident de la circulation, etc., toutes ces choses-là se prouvent par tout moyen. Maintenant, ça c'est le principe. Et il y a également une dérogation, c'est l'état des personnes. L'état des personnes se prouve par les actes d'état civil. La naissance, la mort, etc. L'état des personnes, tout ce qui est rattaché à l'état des personnes se prouve par les actes d'état civil. C'est pourquoi votre naissance, vous allez le prouver avec votre extrait de naissance. La mort est prouvée par le certificat de décès. Donc, voici d'une manière ramassée ce qu'on pouvait dire sur
sur la preuve. D'abord, le principe est posé par l'article 14. C'est le principe selon lequel toute convention dont l'objet excède 20 000 francs doit être prouvée par écrit. Maintenant, il y a des dérogations. Quand il y a impossible matériel ou moral de se préconstituer ou de produire l'écrit, lorsqu'on dispose d'un commencement de preuve par écrit, ou bien enfin, lorsqu'on est en matière commerciale, lorsqu'il s'agit d'une opération entre commerçants et pour le besoin de leur commerce. Et également, en matière de faits juridiques, la preuve est libre. Maintenant, la liberté de preuve ne signifie pas que vous pouvez apporter tout ce que vous voulez. Elle veut dire en substance que tous les modes de preuve admis par la loi sont recevables. Donc, ce qui met fin à cette intervention y afférent à la preuve. Maintenant, dans la quatrième et dernière partie, nous allons évoquer la classification des biens. Donc nous allons voir les meubles et les immeubles, etc.